Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième édition d'Ancrage depuis le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Je suis très heureuse de vous accompagner pour cette édition très particulière. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais 2023 est une année spéciale pour le Lombard qui fête ses 77 ans. Une barre symbolique évidemment, l'occasion donc de célébrer le passé, le présent, le futur. Et c'est ce que nous allons faire ensemble ce matin avec d'abord la présentation de quelques-uns des albums qui vont rythmer l'année 2023. Certains auteurs seront avec nous pour vous les présenter. Et puis dans la deuxième partie, nous parlerons de l'un des grands événements de cette année, un événement éditorial unique, puisqu'à l'occasion des 77 ans du Lombard, le journal Tintin fera son grand retour, le temps d'un numéro spécial conçu en collaboration avec les éditions Moulinsart. Didier Plateau, le directeur éditorial des éditions Moulinsart, sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure pour nous en parler et pour nous parler aussi de son actualité. Mais d'abord, c'est Gauthier Van Merbeek, le directeur éditorial du Lombard, qui est à mes côtés. Bonjour Gauthier. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette troisième édition d'Ancrage. On va bien sûr parler de 2023 et de cette année extrêmement riche qui s'annonce. Mais d'abord, petit retour en arrière, comment s'est passée l'année 2022 ? Eh bien, en fait, très bien. Tant mieux. Vraiment, sans problème. On était un peu inquiets suite aux années Covid qui ont été, on doit l'avouer, nous, en BD plutôt assez florissantes. Et donc, ce qu'il allait y avoir une espèce de chute, ce n'est pas le cas pour nous. Donc, on est très contents. Ça s'est bien passé parce que c'est le résultat d'une politique éditoriale très assumée, toujours de l'exigence, de l'éclectisme. Vous m'entendez pas ? Ah, ça y est, on vous entend. On vous a retrouvé, Gauthier. Politique éditoriale très assumée, c'est ce résultat qui fait que ça s'est bien passé cette année 2022. Oui, on ne le fait pas si souvent que ça, mais pour nos 77 ans, on a voulu un petit peu, pas faire les malins, mais faire une sorte de bilan un peu positif de nos dernières années. C'est ce qu'on a voulu faire depuis 7 ou 8 ans, ça résume bien notre politique éditoriale, c'est être très sélectif. Aujourd'hui, on le voit bien, tout le monde le sait, qu'il y a une surproduction majeure en bande dessinée. Une surproduction majeure qui amène le fait que les albums ont du mal à émerger, et donc encore plus de fuite en avant. Comme on n'arrive pas à faire émerger, on en publie plus, et ainsi de suite. Nous, on a voulu faire l'inverse il y a quelques années, réduire beaucoup notre production. On l'a fait, donc on a baissé notre production de 50%, ce qui n'est pas si facile à faire, ni toujours très agréable pour parfois les auteurs qui ont refusé des projets. On est devenu effectivement très très sélectif. Mais ça permet autre chose, c'est qu'avec les mêmes équipes, les mêmes moyens, on peut défendre mieux les titres. Et donc nous, en fait, en baissant notre production de 50%, on a augmenté le chiffre d'affaires quasiment d'autant. Donc il y a quelque chose de paradoxal et d'intéressant. Et aujourd'hui, on trouve intéressant de le dire, d'abord parce qu'on en est un peu fiers, mais aussi parce qu'on pense vraiment que c'est l'avenir de la BD, c'est d'être un peu plus mesuré dans la production. Moins d'albums, être plus exigeant. Et cet éclectisme dont vous parlez, on va le retrouver dans la sélection de 2023. Oui, ça aussi c'est important pour nous. Le Lombard a été un peu longtemps cantonné à un certain genre, qu'on a tout à fait assumé, aventure, jeunesse. Mais un éditeur doit un petit peu observer l'évolution du marché, du lectorat. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire, d'être vraiment varié. C'est aussi beaucoup plus stimulant en fait comme éditeur, de faire un titre jeunesse, un roman graphique, d'avoir un peu cette ouverture-là. C'est très motivant. On va présenter quelques-uns des albums tout à l'heure. On dit quand même un mot du Festival d'Angoulême, un album sélectionné. Oui, l'album de Quentin Jution, Toutes les princesses meurent après minuit, un album qu'on aime beaucoup, mais en fait, comme tous ceux qu'on édite, qui est sélectionné pour le prix jeunesse, donc on croise les doigts. Bon. Gauthier, autre question très importante, comment le Lombard va-t-il fêter cet anniversaire, ses 77 ans ? 77 ans, ce sera une seule fois. C'est évidemment un petit rapport avec le vieux slogan du journal qui était de 7 à 77 ans, la BD pour tous. Et donc on fera un grand événement autour du mois de septembre. Il y aura d'abord une grande soirée où on invitera beaucoup de monde, nos auteurs, des journalistes, plein de gens, au Centre belge de la bande dessinée, qui sera également le jour de l'inauguration d'une grande expo dont Thierry Belfroy est le commissaire, sur toute l'histoire du Lombard, et qui va durer 1 an, qui sera vraiment un bel événement aussi. Et puis bien sûr le journal Tintin dont on va parler très largement. Merci beaucoup Gauthier pour cette introduction. Vous allez rester avec moi puisque vous allez nous présenter le premier album de la sélection. C'est le retour d'un personnage qui justement est né dans les pages du journal Tintin il y a un demi-siècle. Il s'agit de Torgal. C'est Robin Recht qui nous offre une relecture inattendue. Alors c'est le premier one-shot du label Torgal Saga. Racontez-nous un peu comment ce projet est né. Il est né parce qu'en fait, d'abord, Torgal, c'est un personnage vraiment essentiel, mythique du Lombard. C'est un personnage qu'on veut continuer à défendre, à faire exister.
Mais aussi, on s'est dit à un moment qu'on l'avait peut-être un peu trop fait. À une certaine époque, on avait développé 3 séries parallèles en plus de la série mère. Il y avait un côté un peu, il faut bien le dire, surexploitation du personnage, qui moi me plaisait pas trop. Donc on a fait ce choix, qui était jugé un peu curieux au début, d'arrêter chacune de ces séries, qui marchaient plutôt pas mal, pour arriver à les arrêter finalement toutes. Et en guise de remplacement, un peu plus économique, un peu plus économe entre guillemets, on va publier un one-shot par an d'un auteur, d'abord d'un auteur talentueux ou d'une autrice talentueuse qui vraiment aime la série. Et c'est important qu'il soit vraiment quelqu'un de connaisseur et d'amoureux du personnage. C'était le cas de Robin Recht. D'abord, c'est un très grand dessinateur, mais aussi il a un vrai attachement à cet univers, à cette série. Il a fait un scénario qu'on a trouvé vraiment brillant. Donc on est très très content de cet album qui sort là, qui va marquer un peu une nouvelle approche de Thorgal. Alors de quelle façon s'est-il emparé, lui, Robin Recht, du mythe Thorgal ? Quel a été son parti pris ? Son parti pris, le premier, c'était de jouer sur pas une rengaine, mais quelque chose qui est important dans l'esprit de Thorgal, c'est le voyage dans le temps, le voyage temporel, avec tout ce qui permet d'intéressant, de recul un peu sur la vie du personnage. Et il voulait se faire rencontrer un Thorgal âgé, qui est vraiment à la fin de sa vie, qui vient de perdre son épouse, le grand amour de sa vie, à Aricia. Elle est morte de vieillesse, mais lui, il lui a survécu. Et donc pour Thorgal, on le sait, ça n'a plus tellement de sens à ce stade. Et c'est à ce moment-là qu'un de ses ennemis va venir le piéger un peu en lui disant « Écoute, si tu veux, le serpent Nidhogg, j'ai un anneau, l'anneau d'Ouroboros, qui te permet de voyager dans le temps. Si tu le mets, tu vas retrouver Aricia, tu vas de nouveau la rencontrer. » Thorgal voit bien que c'est un piège, mais il ne peut pas y résister. Il le fait, il se retrouve dans le passé, 70 ans avant quasiment, il va retrouver lui-même plus jeune. Et enfin, Robin voulait rencontrer le choc de ces deux générations-là. D'un gamin qui a grandi sans père, sans figure paternelle, et qui va tout à coup en avoir deux, par ce vieux Thorgal qui le connaît, qui va l'aider, et par l'autre personnage qui va jouer ce rôle-là aussi. Donc c'était vraiment cette confrontation-là qui amène, je trouve, beaucoup d'émotions dans l'album. On dit un mot rapidement des prochains one-shots ? Oui, il y en a plusieurs en cours, même si effectivement on sera parcimonieux. Le prochain sera de Corentin Rouge et Fred Duval, et sortira l'année prochaine. Il y en a encore quelques autres en préparation dont on vous parlera bientôt. Parfait. Adieu Arissa de Robin Recht, donc qui sortira le 3 février, mais qui est déjà disponible en avant-première sur le stand du Lombard. Gauthier, on va totalement changer d'univers. On quitte la légende viking pour rejoindre l'univers des Schtroumpfs, autre grand classique, lui aussi revisité. Et c'est Thébault qui est le premier à inaugurer les Schtroumpfs vus par. Nous l'avons rencontré à Caen. Regardez. J'aimerais bien être le Schtroumpf costaud, pas le mien, mais celui des albums de Peyo, je trouve qu'il était vraiment bien, ou Schtroumpf raconteur d'histoire. Il y a un Schtroumpf qui va débarquer dans le village, il atterrit sur le toit d'une maison, il a perdu la mémoire. Il ne sait pas parler du tout le langage Schtroumpf. Personne dans le village des Schtroumpfs ne connaît ce Schtroumpf, et donc le grand Schtroumpf va essayer de savoir d'où il vient, qui il est, il va essayer de trouver une idée pour lui donner la mémoire. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a la Schtroumpfette, qui est un personnage phare de l'album, et va tout faire pour savoir d'où vient ce Schtroumpf. Et donc elle va t'aider du Schtroumpf costaud et du Schtroumpf à lunettes, et puis ils vont mener leur enquête, quoi. Donc puis évidemment, il va se passer plein de choses, plein de rencontres. Le personnage principal, c'est le Schtroumpf, j'ai appelé le Schtroumpf inconnu. Il ne sait même pas qu'il est un Schtroumpf. Il se demande pourquoi il est bleu, pourquoi il a un collant, il se demande est-ce qu'il fait de la danse, enfin voilà, tout. Et sinon, les personnages principaux, ça va être surtout la Schtroumpfette. Et donc elle adore tout ce qui est enquête, les énigmes. Elle est un peu la meneuse en fait de la troupe. Et elle se dit, si on sait d'où tu viens, peut-être qu'on va savoir qui tu es. Il y a le Schtroumpf costaud, qui est le protecteur en fait. J'aime bien ce personnage-là parce que quand j'étais enfant, c'est un personnage qui me rassurait. Je trouve que quand il y avait des problèmes, autre chose, tu savais qu'il y avait le Schtroumpf costaud dans l'histoire. Il y en a un que j'adore au niveau design, c'est le Schtroumpf à lunettes, qui est vraiment tout simple, quoi. Mais j'ai pas repris sa façon d'être dans les premiers albums où il est plutôt un peu désagréable, quoi. Et puis il rapporte, c'est vraiment le faillot et tout. Et je voulais plutôt ce personnage qui est un peu affilié au grand Schtroumpf, voilà, un peu scientifique, un peu intello, mais qui la ramène pas trop, quoi. Plutôt bon esprit quand même, quoi. Donc je trouvais que c'était bien d'avoir ce groupe où il n'y a pas d'engueulade. Quand il y a des dangers, ils sont tous groupés, c'est leur force en fait. La première idée que j'ai eue, c'était justement cette histoire de personnage qui ne connaît pas la langue Schtroumpf. Donc je savais que c'était le but principal, c'était de jouer avec ce langage Schtroumpf. Donc c'était ça qui était cool, quoi. Donc déjà, c'était la grande idée de cette série, c'est ce langage, quoi. En plus du design des personnages qui sont vraiment, vraiment bien, quoi. Les Schtroumpfs, je connaissais par les dessins animés.
Et j'avais des copains et mes cousins et cousines qui avaient les albums. Mais moi, j'étais surtout fan des figurines Schtroumpf. Je pense que j'ai écrit plus d'histoires que Peyo. Parce qu'avec avec les figurines, j'ai dû écrire des centaines d'histoires, les inventer, me faire rigoler. Depuis que je fais Raoul, j'aime bien raconter de l'aventure et de l'aventure rigolote, quoi. Donc j'ai essayé de passer à un maximum de gags et puis de l'action, quoi. Donc, et puis des fois des moments de repos que voilà, faut pas non plus que ça court tout le temps parce que sinon ça nuit à l'histoire. C'est ce qui me plaît, quoi. Donc je suis assez content de moi, quoi. Pour l'instant. Mais qui est ce Schtroumpf qui sortira le 5 mai 2023. Gauthier, 2 questions. Pourquoi avoir souhaité cette collection et pourquoi t'es beau? La première, c'était un souhait en fait commun avec IMPS, la société qui gère tout l'héritage de Peyo, et qui, à l'occasion de leurs 60 ans cette année-ci, c'est un anniversaire qu'eux fêtent également, voulait quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'en fait on sort totalement du graphisme de Peyo, de cette charte très très définie qui a aussi fait la force évidemment de l'univers, avec une approche tout à fait différente d'un vrai auteur, d'un vrai auteur qui amène son univers pour le temps d'un album. C'est un peu la même démarche finalement que Robin Recht. C'était beau, c'est un passionné de l'univers des Schtroumpfs, je crois qu'il l'a bien montré ici. Donc il a fait ça vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de gourmandise et aussi beaucoup d'exigence. Donc évidemment l'histoire elle est très drôle, il y a plein de gags, il le dit lui-même. Mais c'est aussi très bien construit, il y a pas mal de péripéties, il y a un vrai twist final, on va comprendre enfin qui est ce Schtroumpf, il y a beaucoup de surprises. Bref, il nous a vraiment épatés et on est très content aussi de l'éditer. Allez, on poursuit. 3e album de la sélection. On va rester dans l'univers jeunesse avec Les Héricornes, une nouvelle série qui met en scène des licornes et des jeunes filles. Le scénariste est bien connu du Lombard, puisqu'il s'agit de Kit Toussaint, l'auteur notamment de Masque et de Elle, et Véronica Alvarez pour le dessin. Là, on est vraiment dans le fantastique. Gauthier, je crois que ça fait des années que vous rêviez de faire une série sur les licornes. Ah oui, moi j'aime beaucoup les licornes. C'est une Passion licorne. Que j'ai notamment faite à ma fille, c'est pour la petite histoire. Et aussi ce constat-là qu'au fond, les licornes, on en parle quand même souvent en bande dessinée, en dessin animé, avec soit un angle un petit peu gnangnan, oui. un peu mière, un peu premier âge, Alice et ses licornes qui se font des câlins, ou alors... le plus souvent, c'est plutôt le côté sarcastique, second degré. C'est la licorne qui vomit des paillettes, qui fait des proutes arc-en-ciel. C'est devenu un peu... Fallait réhabiliter la licorne. Or, moi, je crois qu'il y a de la place pour un vrai récit où on le prend au sérieux, avec évidemment de l'humour, mais un peu premier degré, avec de l'aventure, du suspense. En fait, on voudrait faire une vraie histoire de licorne. Et là, Kit Toussaint nous a fait un super scénario. Et Véronica Alvarez avait vraiment la patte graphique qu'on cherchait pour cette histoire. Alors parlez-nous justement de la collaboration entre Kit Toussaint et Véronica Alvarez. Comment ont-ils travaillé ensemble? Comment ça s'est passé cette collaboration? C'est une dessinatrice dont j'ai d'abord abordé Kit, donc c'est lui qui nous a présenté cette dessinatrice. On a été tout de suite évidemment très très séduits et ça se passe super bien. La thématique, je lui parlais, elle avait travaillé notamment pour le dessin animé Mon Petit Poney, qui est beaucoup mieux qu'on ne l'imagine. Regardez sur Netflix, c'est plein de bonnes choses. Pas mal d'humour, j'aime bien. Et donc, il y avait quelque chose d'immédiat où il avait tout de suite dessiné des chevaux, créé du design, des héroïnes vraiment séduisantes. Ils se sont vraiment trouvés, c'était une belle alchimie très rapide. Voilà, le tome 1 des Héricornes qui paraîtra le 21 avril, 4e album, toujours pour les plus jeunes, La Fabrique des rêves et l'histoire d'un ado narcoleptique qui s'endort partout et tout le temps. Une collaboration entre Goum et David Borio, et ce sont eux qui vous en parlent. Si je faisais partie de la fabrique, je serais un collecteur de sable. Puisqu'il y a une ambiance derrière, un peu à la Star Trek. Agents du GISR, ils ont quand même la classe. Ils sont cool, quoi. L'histoire de la Fabrique des rêves, c'est Andy, un jeune garçon narcoleptique. Donc il s'endort un peu n'importe où. Et il se retrouve dans le monde des rêves. Il se rend compte que les rêves sont gérés par une société qui est la Fabrique des rêves. Il va rentrer clandestinement à l'intérieur de cette fabrique. Et il va découvrir qu'en sortant de son rêve, ça va créer de sacrés problèmes. Andy, c'est un enfant rêveur. Il a beaucoup de tendresse pour sa grand-mère. Et il se sent coupable par rapport à sa maladie parce que sa grand-mère doit porter ce fardeau. C'est un enfant qui a des capacités à rêver, quoi, et à rêver plus fort que les autres. Andy, c'est une partie de moi. Il est assez artiste, donc il est assez proche de David et moi, j'imagine. J'ai mis ce que j'avais comme problème quand j'étais plus jeune, qui était le fait que j'arrivais pas à me concentrer. Et ce côté déconnecté de la réalité, j'ai replacé ça dans le personnage Andy.
L'organisation de la fabrique, c'est un endroit où on contrôle les rêves. Le rêve fournit du sable qui alimente toute la fabrique. Parce que les rêves sont assez instables. Ils ne peuvent pas prendre trop de place, sinon ils engloutiraient les autres rêves. Ils sont contrôlés et surveillés par des imaginaristes. La fabrique se charge de ça, quoi, de réguler les rêves. Que le rêveur ne se réveille pas simplement. Et le tout est contrôlé par le directeur qui est Sandman, qui est juste ici, qui gère l'ensemble de la société. Donc c'est pas la première fois que je travaille avec Benjamin. On a un long duo, hein, on est presque mariés. Avec David, ça se passe super bien. C'est mon âme sœur dans l'art, on va dire. Autant mes idées au niveau narratif que lui, ses idées au niveau visuel et ses idées aussi de concept, parce que le concept vient de lui. J'ai pas besoin de tordre mes idées pour me rapprocher de son univers. C'est très facile. J'adore les graphismes en fait, des vieilles séries animées ou des dessins animés des années 70. Et donc j'ai essayé de m'approcher d'un peu de ce style-là, un peu rétro comme ça. C'est un véritable ping-pong ou un échange qu'on a quand on se lance dans un album. Ça me fait vraiment plaisir de retravailler avec lui et surtout sur ce projet-là qui est... Je n'aurais pas osé le faire avec quelqu'un d'autre, on va dire. Le nombre de tomes pour la série, je crois qu'il est illimité. Parce qu'on a tellement d'idées quand on brainstorm avec David. De quoi il parle le deuxième tome? Il parle de la mort, sans être trop dramatique. Hein. Mon rêve, c'est qu'il n'y ait pas de limite à cette série. On espère que ça plaira et qu'on pourra arriver au bout. Voilà, la fabrique des rêves. Gauthier, qu'est-ce qui vous a séduit dans cet album? C'était assez immédiat quand il nous a été envoyé. D'abord, c'est un univers foisonnant d'idées originelles. Ils se sont vraiment bien trouvés en termes d'énergie créative tous les deux. Et puis surtout le dessin, enfin aussi le dessin qui est vraiment magnifique, maîtrisé, incroyablement riche d'idées, de trouvailles. Il y avait quelque chose de très immédiat. Donc nous, on a été tout de suite séduits par cette alchimie. La fabrique des rêves qui sortira au mois de juin. Merci beaucoup Gauthier, on se retrouve tout à l'heure. En attendant, vous allez céder votre place à Thomas Legrain. Bonjour Thomas Legrain. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là pour nous parler de Lata, dont vous êtes l'auteur. Lata, c'est un survival fantastique qui se tient en pleine guerre du Vietnam. Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais peut-être raconter un peu, dans les grandes lignes, l'histoire de Lata. L'histoire, en fait, c'est on suit une petite escouade au tout début de la guerre du Vietnam, donc une escouade de jeunes GI américains qui finissent par se perdre, en fait, dans la jungle vietnamienne. Et c'est un groupe qui est en tension, on ne sait pas très bien pourquoi. Et en fait, ils vont rencontrer une entité fantastique, le Lata, et qui va progressivement, dans leur confrontation à cette entité, on va comprendre l'origine des tensions qu'il y a dans le groupe. Comment vous est venu ce projet ? Mes inspirations sont quand même plutôt cinématographiques. Ouais. C'est en revoyant notamment le film L'échelle de Jacob, s'il y en a qui connaissent dans la salle, un film des années 90 qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune et qui allie en fait aussi cette dimension fantastique avec la guerre du Vietnam. Alors les thématiques sont absolument pas les mêmes, mais c'était juste l'idée d'allier le type fantastique qui est un genre à part entière, très codifié. Et j'aime beaucoup le survival. Je trouve que c'est un genre qui permet vraiment de développer très facilement les personnages et d'utiliser, de le fusionner avec un autre genre, qui est le récit de guerre, aussi avec la guerre du Vietnam, qui est très codifié en fait, les costumes, etc. On a eu beaucoup d'images de la guerre du Vietnam. On ne peut pas confondre un soldat de la guerre du Vietnam avec un autre. Et donc j'avais envie de fusionner ces deux univers très codifiés. Donc vos sources d'inspiration, c'est vraiment l'univers du cinéma, C'est plutôt le cinéma. J'ai toujours eu une approche dans ma mise en scène beaucoup plus proche du cinéma. Je suis plus cinéphile que bénéphile, en fait, très honnêtement, même si évidemment j'adore la bande dessinée. Mais donc oui, c'était plutôt une inspiration cinématographique. Ouais. Vous disiez, enfin, on est vraiment dans un récit, un survival fantastique, mais qui raconte quand même quelque chose qui va au-delà. Hein. Il y a tout quelque chose derrière, on ne va pas vous dévoiler bien sûr, mais sur la culpabilité qui est très présente. Il y avait l'ambition de faire quelque chose au-delà du fantastique. Oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment le petit plus que je voulais apporter, c'est qu'il y a un sens général, un vrai fil rouge, une sorte, je ne vais pas dire un message, mais une petite dimension de réflexion sur en effet, la culpabilité. Et pour ne pas que l'album soit
En tout cas, j'ai essayé de faire un truc qui soit techniquement et scénaristiquement, qui soit le plus irréprochable possible, mais d'apporter autre chose à un genre qui parfois se contente de raconter une histoire bien ficelée, mais sans sens particulier. Et moi, j'ai essayé d'apporter cette petite dimension supplémentaire. Et d'une manière générale, dans votre façon de travailler, c'est ça aussi qui vous intéresse, d'aller un peu au-delà, de raconter autre chose ? Oui, c'est peut-être un peu prétentieux aussi, mais oui, j'espère arriver à faire des albums qui seront toujours de plus en plus dans cette perspective. C'est votre premier album en tant qu'auteur complet, un scénariste-dessinateur. Comment s'est passée cette première expérience ? Est-ce que finalement c'est plus facile d'être complètement libre ? Est-ce que c'est plus difficile ? En fait, c'est un peu paradoxal. J'ai trouvé que travailler tout seul, c'était pas simple parce qu'en fait, on n'a pas les retours. Moi, comme j'ai toujours travaillé avec des scénaristes, j'avais toujours un retour assez immédiat sur ce que je faisais, dès l'étape de m'écrayonner, et par le scénariste. Sauf que quand on est tout seul, en fait, on doit être son propre autocritique, encore plus que d'habitude, et parfois, c'était quand même pas simple. On est peut-être parfois trop exigeant envers soi-même, on veut vraiment faire le mieux possible. Surtout que moi qui n'ai jamais scénarisé, donc j'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses à prouver aussi. Mais après, il y a aussi le gros avantage, surtout sur un album qui a une pagination qui est très très libre, c'est justement la liberté que ça offre. On peut prendre le temps qu'on veut pour amener des scènes. On n'est pas soumis à la contrainte des albums à une pagination classique de 46 pages, 54 pages, etc. Donc ça offre une liberté qui était également très appréciable. Merci beaucoup Thomas Legrain. Merci à vous. Lata, dont la sortie est prévue le 24 février, mais dont le noir et blanc est déjà disponible sur le stand du Lombard. On va maintenant accueillir Jean Crémers. Bonjour Jean. Bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre, de venir nous parler d'un roman graphique, Vagues de froid, qui est votre premier album. Vagues de froid, c'est l'histoire de deux frères qui partent ensemble en Norvège avec alors deux objectifs différents. L'un qui souhaite se rapprocher de ses croyances vikings, l'autre qui voudrait davantage comprendre son grand frère. C'est une autofiction. Racontez-nous un peu ce qu'il y a de vous là-dedans. Pour les chiffres, je dirais que 40% est autobiographique et 70% sont vraiment une fiction, enfin 60% pardon, une grosse fiction. Mais le contexte est le même, donc c'est vraiment mon frère, il est vraiment fan des Vikings, on est vraiment allé en Norvège, on a fait cette même route panoramique à travers le Lysefjord jusqu'au Preikestolen et voilà. C'est vraiment ce voyage qui vous a donné, inspiré pour ce roman ? Oui, évidemment, c'est le voyage et mon frère, évidemment. Ouais. Vu que je l'ai découvert vraiment là-bas, j'ai enfin pu le traduire en images. En quoi la Norvège vous a-t-elle inspiré ? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous ? La Norvège, ça symbolise mon frère. On vient d'une famille de 5 enfants, tous catholiques, et lui s'est émancipé à travers ses croyances nordiques. Et donc la Norvège est devenue l'association de mon frère et de ses croyances en un seul lieu. Et c'est ça qui m'a inspiré pour l'histoire. On va peut-être parler de la façon dont vous avez travaillé. Il y a beaucoup de passages finalement très silencieux dans l'album. Ça, c'était un parti pris. C'est ce que vous aimez faire. Alors oui, j'aime beaucoup les passages silencieux. C'est quelque chose de très facile à faire. On pense qu'avec le texte, on a le fil, etc. Mais moi, je me débrouille mieux dans les moments muets, je trouve, sans prétention. Et surtout, la Norvège est un pays très silencieux. Et donc, c'était une évidence de traduire ce silence presque oppressant à travers la BD. Et sur la représentation des personnages, il y avait l'idée que Martin, votre frère, ça soit très proche de ce qu'il est, ou vous vouliez vous en éloigner un peu ? Alors mon frère, non, je voulais vraiment le traduire tel qu'il est. Donc, vraiment impulsif, une grosse carapace, mais aussi très touchant et parfois plein d'amour. Et même dans sa représentation graphique, c'est lui, donc oui, ça lui ressemble. Il se reconnaît sans problème. En préparant cette interview, vous m'aviez dit d'ailleurs qu'il y avait tous les membres de votre famille dans cet album. Vous pensez qu'ils vont se reconnaître ? Alors j'ai eu des retours et ça n'a pas toujours été le cas. Il y en a que j'ai peut-être mal dessiné, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, mon père s'est reconnu et mon autre frère aussi. Donc, mais ils sont tout petits, c'est pour leur défense quand même. Comment
Votre frère a-t-il accueilli cet album? Quelle a été sa réaction? Alors, une grande vulnérabilité. Ouais. L'album, c'était un peu le pied de biche de sa carapace. Hein. J'ai dû l'ouvrir, c'était un peu une réaction un peu forcée, mais qui était quand même honnête et très très touchante. Ouais. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean. Vague de froid, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir. Merci beaucoup. On va passer au dernier album de cette sélection avec Jules Marot qui nous rejoint. Bonjour Jules. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter Akelapo, dont vous êtes le dessinateur. Le scénario est de Sabrina Calvo. Akelapo, c'est le portrait d'une génération à l'histoire de trois personnages qui se battent pour revendiquer ce qu'ils sont, c'est-à-dire transgenres, polyamoureux. Ils forment un couple à trois et ils sont persécutés pour leurs différences. J'ai bien résumé là? C'est l'essentiel dans les grandes lignes. Oui, c'est très bien, merci. Pourquoi avoir voulu cet album maintenant? Alors pour nous, ce livre, il est indissociable du contexte politique actuel, mais aussi il cherche à y répondre, dans le sens où, en fait, l'histoire, on a commencé à la conceptualiser en 2021, et au moment des élections présidentielles 2022, la montée et la banalisation de l'extrême droite, ça nous a beaucoup impacté. On a été profondément touchés par ce qui se passe à ce moment-là. On a eu très peur parce qu'on est aussi deux personnes transgenres, dans un monde qui se fascise de plus en plus et que des centaines de personnes trans sont assassinées chaque année. Donc du coup, on a revu notre copie au moment des élections et on a fait comme si Le Pen était passé. On a fait comme si c'est elle qui avait gagné les élections et on a imaginé le monde dystopique qui allait découler de cette réalité-là et on l'a placé dans la ville de Lyon parce que Lyon, c'est un territoire qui historiquement est toujours envahi de groupuscules fascistes et en plus c'est un lieu historiquement très résistant et donc ça s'est conceptualisé de cette manière-là. Alors le titre, Akelapo. Alors Akelapo, on est très content de ce titre parce que pour nous il résume vraiment bien tous les tenants et aboutissants de cette histoire. On a le polyamour queer dans ce langage charnel du titre et le fait de hacker, c'est aussi modifier des systèmes, c'est revoir les règles de certains systèmes et pour nous c'est vraiment ce qu'opère le queer et le transféminisme en fait dans le système même de l'hétéronormativité qui nous est imposée dès la naissance et pour le reste de notre vie. Et en plus de ça, c'est vrai que la technologie, elle est centrale dans ce livre parce qu'on est dans une ambiance cyberpunk et la technologie est devenue un vrai outil de lutte. Ça existe déjà et c'est encore plus exploité dans le futur plausible qu'on a créé ici. Comment avez-vous travaillé avec Sabrina Calvo? Est-ce que vous aviez la même vision des choses? Pas spécialement, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a travaillé en une sorte de cadavre esquis, dans le sens où, quand Sabrina et moi, on s'est rencontrés autour de ce projet, elle m'a envoyé seulement 2 pages de scénario et j'avais rien d'autre. Et donc, à partir de là, j'ai inventé des personnages et j'ai interprété son écriture, qui était surtout des dialogues, mais très peu de descriptions, en fait. Et donc, sur base de ce que j'avais dessiné, elle a écrit le reste du chapitre et pendant 2 ans, on a fait ce ping-pong en fait tout à fait atypique de cadavres esquis et donc mes suggestions venaient aussi inspirer son écriture et pour moi c'était aussi flippant que faire du saut à l'élastique parce que pendant des années j'étais vraiment sous contrôle de mes scénarios et c'était très fort et très inspirant de travailler de la sorte. Dans l'album, on parle de transidentité, de polyamour. Ce sont des sujets dont on parle plus, mais qui ne sont pas encore très clairs pour tout le monde. Y a-t-il une volonté dans cet album aussi de faire de la pédagogie ? Alors, oui et non, dans le sens où, clairement, ce qui se passe quand on arrive dans la narration de ce bouquin, c'est qu'on suit 3 personnages qui fuient une descente de FAF, en fait, dans leur espace refuge. Et donc, quand on est là en tant que lecteur ou lectrice, on doit un peu rattacher son wagon à un train qui quitte la gare. Et donc, on se retrouve projeté dans une réalité qui nous est étrangère et on doit soi-même, en fait, rassembler les bouts de cette histoire. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on a Axel, le personnage d'Axel, qui est vraiment genre
le mec cis, genre hétéro, blanc, qui comprend rien en fait aux relations queer, interraciales, trans. Et donc c'est un peu le fil rouge aussi. Enfin, j'ai pas bien le public de la salle, mais je pense qu'on a beaucoup de mecs cis là qui seraient complètement perdus peut-être en arrivant dans ce récit. Mais en fait, Axel est là comme personnage qui aide à comprendre. Et au-delà de ça, j'estime que voilà, les problématiques trans et féministes en fait se recoupent. Et surtout, le polyamour, on le présente comme une relation, un type de relation qui a autant de problématiques que les couples monogames, j'ai envie de dire entre guillemets classiques. Et du coup, pour moi, ce livre, il a vraiment un fort potentiel empathique, en tout cas, je l'espère, ne serait-ce que sur le sentiment amoureux, en effet. Vous parliez de la narration, vous avez choisi de sortir du schéma narratif classique. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est dur d'en parler sans vous parler un peu de Sabrina Calvo, parce que Sabrina Calvo, elle sort des cadres de toutes les manières possibles. Elle est écrivaine, mais à côté de ça, elle est conceptrice de jeux vidéo, elle est couturière, elle est performeuse. C'est une meuf trans dans l'époque actuelle. Et donc, du coup, en fait, on réfléchit beaucoup à comment est-ce qu'on construit une narration queer ? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? Où est-ce que ça commence ? Créer une narration queer. Comment est-ce que la structure narrative d'un bouquin peut refléter, peut être le miroir en fait des problématiques queer et transféministes et antipatriarcales dont elle traite. Et donc, c'est vrai que ça demande du coup au lectorat peut-être de lâcher prise sur une manière habituelle de lire et de faire un pas de côté. Mais en tout cas, j'estime que voilà, on a réussi à le faire. Pour moi, ce qui était important en tant que dessinateur, c'était en fait adapter le médium de la bande dessinée à l'écriture de Sabrina et pas l'inverse, justement. Merci beaucoup, Jules Marot. Merci, Aurélie. Aquelapo, dont la sortie est prévue en octobre. Voilà, vous avez désormais un aperçu des quelques albums attendus cette année au Lombard. Une sélection, vous l'avez vu, riche et éclectique. Je vous propose à présent d'accueillir Didier Plateau, le directeur éditorial des éditions Moulinsart. Bonjour Didier Plateau. Merci d'être avec nous. Je vous propose, Didier, que l'on démarre par une belle photo que vous nous avez suggérée, celle d'Hergé et Hugo Pratt à Angoulême en 1977. J'aimerais que vous la commentiez un peu, cette photo. Oui, c'est une photo magnifique. J'étais presque à côté du photographe à ce moment-là. Et donc ça symbolise un peu d'abord le rapport d'Hergé à Angoulême. On se souvient qu'à l'époque, les prix s'appelaient l'Alphart aussi, après son décès, c'était le cas. Donc il était très présent à Angoulême. Et évidemment, une rencontre de Hergé et de Pratt est un moment unique, dans la mesure où ces deux auteurs qui se fascinaient réciproquement, et que les voir ensemble, c'était un bonheur. Et particulièrement, moi ayant dirigé Casterman, c'était aussi les deux piliers du développement de Casterman, et tant historiquement avec Hergé qu'après avec Hugo Pratt, qui était un peu à l'origine d'À suivre. Tout ça. Donc c'était deux personnages emblématiques d'une maison d'édition, et les voir ensemble est assez fabuleux, surtout ici à Angoulême, c'est un beau souvenir. Didier Plateau, nous allons bien sûr parler tout à l'heure du retour du journal Tintin et de cette coédition avec le Lombard. Mais d'abord, parlons un peu de vos projets éditoriaux, parce que l'année s'annonce extrêmement riche, vous aussi, oui, pour les éditions Moulinsart. On peut peut-être commencer avec ce qu'on va appeler le phénomène autour des voitures d'Hergé, les voitures de légende dans les aventures Tintin. Il y a plusieurs choses prévues. Oui, c'est un véritable phénomène que ces collections de voitures de modèles réduits. Vous devez savoir qu'on en a vendu plus de 12 millions dans le marché de la langue française, donc c'est absolument sidérant. Donc il y a une sorte de fétichisme sur tous les objets du mythe, dont particulièrement les voitures. Et donc il y a ici, au début mars, va sortir la Jeep bleue, la fameuse de l'objectif Lune, en 120 pièces. Donc c'est à monter avec une pièce tous les 15 jours, accompagnée d'un livret. Et à la fin, donc des 120 pièces, vous aurez la Jeep bleue en grande taille chez vous. Et vous saurez tout sur l'objectif Lune et sur la conquête de la Lune. Et donc ce phénomène des voitures a donné lieu à beaucoup de publications, et on a sorti à partir de là 2 ouvrages. Un ouvrage sur Tintin et les voitures européennes, et puis celui qui va sortir
en fin d'année, c'est Tintin et les voitures américaines. Il y en a beaucoup dans les albums. Et cet album comportera aussi 4 voitures dont on ne connaît pas très bien l'identité, puisque Hergé a puisé dans différents modèles de voitures. Et donc c'est un petit peu un jeu de piste pour savoir où a-t-il puisé ses sources pour faire 4 voitures tout à fait innovantes. Autre événement très attendu, la sortie d'un abécédaire illustré, Tintin de A à Z, du cinéaste Patrice Lecomte, qui est un amoureux inconditionnel de Tintin. Comment cette collaboration est-elle née ? Tout le monde connaît un peu son adoration pour l'œuvre d'Hergé et son souhait de faire un film, particulièrement des bijoux de la Castafiore. Ouais. Et donc, on n'a rien trouvé de mieux que de lui dire commençons par un abécédaire, et puis on verra, puisque les droits actuellement sont bloqués par Spielberg pour son projet de film, donc il n'y a pas la possibilité pour le moment d'étudier ça, mais donc il a très bien pris la sollicitation en disant oui, allons-y, je vais faire mon abécédaire, dans laquelle on trouve bien sûr à la lettre C, le casting et la rubrique cinéma avec son souhait. Et donc, c'était aussi l'occasion aussi de découvrir un homme et de son émerveillement par rapport à une œuvre sur un ton assez humoristique. On sait qu'il a fait Les Bronzés, mais aussi avec une réelle profondeur. Il a fait aussi son dernier film pour Aplexa, Maigret. Donc il a fait de la bande dessinée, il est venu à Angoulême, il scénarise, etc. Donc c'est un homme assez polyvalent et de grand talent. Et donc, vous serez surpris par cet ouvrage qu'on appelle abécédaire, parce qu'un dictionnaire, c'est très imposant. Un abécédaire est plus léger, donc très illustré, de belles doubles pages. Et donc, ce sera, j'espère, une découverte du regard d'un homme sur une œuvre qu'il adore. Il y aura aussi la sortie trimestrielle du MOOC, Tintin, c'est l'aventure, avec un numéro qui sortira en février, c'est ça ? Voilà, donc j'ai ici sur les genoux le numéro actuel de Tintin, c'est l'aventure, qui, je le rappelle, est un MOOC, un magazine book trimestriel, publié, coédité entre Moulinsart et, Géo, c'est-à-dire les éditions Prisma Media ici à Paris. Et donc, voilà, ça fait 4 ans que ça marche. Et donc, le prochain titre qui paraît sera sur la thématique de la randonnée. Et il y aura un renouvellement à partir du numéro 16 déjà, donc au mois de mai, sur le thème de l'Écosse. Avec des rubriques nouvelles, et une que j'aime bien, que j'ai suscitée, qui est l'aventure des idées, parce que ma conviction, c'est que si Tintin est un mythe, s'il paraît destiné à l'éternité, c'est qu'il y a des raisons, et les raisons, c'est que derrière cette ligne claire, presque translucide, il y a un arrière-monde très très riche, un arrière-monde d'idées. Et c'est pas pour rien qu'on a fait 2 hors-série avec Philosophie Magazine. Quand on a demandé à des philosophes qui veulent écrire sur Tintin, les doigts se sont levés, comme la suite de Michel Serres. Et donc, c'est bien la démonstration qu'il y a une profondeur dans cette œuvre, une richesse incroyable, et que cette rubrique, par exemple, petite rubrique, va tenter de dévoiler, numéro par numéro, cet arrière-monde des idées qu'il y a derrière les aventures de Tintin. Donc voilà. Et alors, on a pris l'habitude, maintenant, récente, de sortir des hors-séries. On a sorti un récent dont vous allez se souvenir, c'est celui sur Plantu et Hergé, un dialogue imaginaire entre 2 auteurs témoins de leur temps. Et donc il y aura un prochain hors-série qui sera Tintin, un monde sans frontières, qui est bien la caractéristique principale de Tintin, et qui va permettre de découvrir tout l'univers de Tintin, le monde de Tintin, mais à partir d'un procédé très, très intéressant qu'on appelle un visuel en miroir, c'est-à-dire qu'il y aura chaque fois une double page avec une photo d'actualité ou d'un univers découvert par Tintin, avec un regard, la case correspondante et bien sûr un commentaire passionnant. Et puis il y aura un deuxième hors-série en fin d'année qui va être aussi très intéressant. Il est en élaboration avec l'Europe spatiale européenne. Donc vous savez que l'Europe spatiale européenne a un grand plan de conquête spatiale aussi, avec entre autres envoyer un astronaute sur la Lune. Et donc ils nous ont sollicité pour tenter de collaborer donc avec Hergé, avec l'œuvre d'Hergé, pour accompagner la conquête spatiale européenne. Et un des premiers projets, ça va être de faire un hors-série sur cette conquête spatiale qui ira au-delà de la Lune. Et donc, ça montre bien que Tintin est tourné vers un futur au-delà de ses propres aventures. Et c'est aussi, une clé qui permet d'expliquer ce succès assez phénoménal de Tintin.
Une année extrêmement riche pour les éditions Moulinsart. Merci Didier Plateau. L'autre grand projet éditorial dont nous allons parler maintenant, c'est bien sûr le retour du journal Tintin. Je vais demander à Gauthier Van Merbeek et Daniel Couvreur de nous rejoindre. Bienvenue Daniel Couvreur, je ne sais pas si c'est la peine de vous présenter, vous êtes un fin connaisseur de la bande dessinée, responsable du service culture au soir en Belgique. Je le disais donc, ce sera l'événement de 2023, le retour du journal Tintin, le temps d'un numéro spécial. Je vous propose peut-être qu'on découvre directement la couverture de ce numéro spécial. Didier Plateau, un mot de cette couverture ? Oui, une couverture symbolique, c'est très très passionnant de créer une couverture. Donc avec Gauthier, on a patrouillé pas mal de projets pour retenir celle-là, parce que d'abord elle dit bien la presse, Tintin lit un journal, elle dit bien Tintin qui est en suspension, étonnement, mystère par rapport à ce qu'il découvre, qu'on ne sait pas, mais qu'on va découvrir après l'aventure. Donc on est en plein dans le mouvement, et donc ça nous est apparu symboliquement une couverture très forte. Et elle est adoptée, bien qu'on ait encore mis couverture provisoire. Gauthier, que va-t-on trouver dans ce numéro spécial ? Vraiment... beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'imagine. On a voulu, voilà, comme ce sera tous les 77 ans, faire vraiment un événement un peu... sans donner trop de limites. Je crois que ce sera le collectif BD le plus ambitieux jamais fait depuis... en tout cas depuis 23 ans, depuis le Comics 2000 de l'association, qui est un livre assez exceptionnel aussi. Mais donc là, il y aura plus de 300 pages de bande dessinée inédites, que des histoires courtes complètes, parce qu'il faut évidemment que ce ne soit pas à suivre, avec des dizaines d'autrices et d'auteurs qui avaient pour mission, qui l'ont accepté avec enthousiasme, de rendre hommage à des personnages du journal. Ça, c'était vraiment la contrainte. Personnages du journal uniquement, donc pas du Lombard actuel, mais de ceux qui sont nés dans Tintin. Des personnages évidemment qui sont encore chez nous, mais aussi d'autres comme Blake et Mortimer, Michel Vaillant, Alix, qui sont partis et qui reviennent le temps d'une aventure pour ce journal. Et puis il y aura également 4 très beaux articles dont Daniel Couvreur va nous en parler. Mais Gauthier, ce serait intéressant de faire un petit peu d'histoire. L'histoire du Lombard, elle est intimement liée à celle du journal Tintin. Exactement. Donc l'idée de célébrer les 77 ans du Lombard, finalement, je crois que ça n'intéresse pas grand monde, l'anniversaire d'une entreprise, alors que l'anniversaire d'une publication comme celle-là, qui a vraiment marqué les générations de lecteurs de BD, ça pour moi, ça avait vraiment du sens. J'étais moi-même un grand lecteur, je me souviens très très bien le jour, pas le jour de mes 14 ans, mais à l'âge de 14 ans, l'arrêt du journal, ça a été pour moi vraiment un drame, vraiment une tristesse. Donc on avait ce vieux rêve au Lombard, depuis que j'y suis en tout cas, de refaire ce journal. Quand j'en ai parlé à Nick Rodwell et Didier Plateau, ils ont été tout de suite enthousiastes. J'aurais jamais dû attendre si longtemps pour leur proposer ça au fond. Et on s'est dit, ok, on a l'occasion, on fait un vrai partenariat et on ne se donne aucune limite. Donc on a vraiment plus de 300 pages de BD inédites, je trouve d'un niveau assez excellent. L'essentiel, la base pour nous, c'était quand même de pouvoir évidemment inviter les auteurs de l'époque du journal. Tous ceux qui dessinent encore super bien, il y en a ici dans le public, mais donc c'est l'occasion évidemment de retravailler avec les anciens personnages de Cosset, Herman, de Rib, Dany qui est là. Dany qui sera là avec nous dans quelques minutes. Ouais. Voilà, ça c'était chouette qu'ils reviennent tous pour relever le défi. Daniel Couvreur et Didier Plateau, je m'adresse à tous les deux. Dans quel contexte le journal Tintin est-il né ? À quoi ressemblait la presse BD de l'époque ? Je ne sais pas qui veut... Je vais me lancer. Donc, en fait, si on remonte à cette époque-là, on est au sortir de la guerre. Au sortir de la guerre, la bande dessinée est surtout connue à travers la presse quotidienne, soit des suppléments, sous forme de suppléments où on trouve des BD, soit sous forme de strips publiés quotidiennement. Il y a déjà eu quelques expériences d'hebdomadaires spécialisés, comme le Spirou, qui est né en 1938, Bravo aussi en Belgique pendant la guerre. Et donc, à la sortie du conflit, Raymond Leblanc constate que Tintin, en fait, n'a plus, donc le personnage de Tintin, n'a plus de support. Donc, il était paru avant-guerre dans un journal qui a disparu, le XXe siècle, et pendant la guerre, dans un journal qui s'appelle Le Soir, qui existe toujours, mais qui était un soir de collaboration, et qui donc ne peut plus utiliser les dessinateurs qui avaient publié dans ce journal pendant la guerre. Donc, Hergé ne peut plus publier dans Le Soir non plus. Et donc Raymond Leblanc se dit, je vais essayer de le convaincre de lancer un journal qui porterait le nom de son héros.
il va pas avoir, ça va pas être aussi simple parce que Hergé, dans une période de questionnement, ça lui a quand même fait un choc. La fin de la guerre et de voir que finalement il avait peut-être publié dans un journal qui n'était pas le bon. Il se pose beaucoup de questions sur le bien fondé de ce choix, mais il va finir par accepter. Et là, Raymond Leblanc est bien plus qu'un opportuniste, c'est ce que j'appelle moi un génie visionnaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement éditeur, il est plus homme d'affaires même qu'éditeur. Et donc, il va tout de suite avoir l'idée d'un journal qui doit rayonner bien au-delà de la Belgique. Et je ne parle même pas de la France, mais pour lui, de l'Amérique du Sud, du Moyen-Orient. Et donc, il veut une édition égyptienne, une édition bolivienne. Il veut être partout. Et d'ailleurs, dans son bureau, il y a derrière... donc, quand on rentre dans son bureau, qui existe encore aujourd'hui à Bruxelles, dans le fameux immeuble Tintin, avec l'enseigne tournante sur le toit, il y a une carte qui fait la taille de l'écran ici, du monde, sur laquelle il plantait des petites épingles avec un drapeau de toutes les villes conquises par le journal Tintin sur la planète. Et l'ambition était bien sûr de remplir le planisphère. Ça, c'est déjà un premier stade. Mais quand je dis que c'est un homme visionnaire, il a à peine pensé à ça, qu'il se rêve en fait en Walt Disney européen. Et donc, il voit que Walt Disney, bien, c'est évidemment le journal de Mickey, mais c'est aussi un parc d'attractions, c'est des dessins animés, des films. Et donc, il pense déjà que la conquête du monde et le rayonnement d'un personnage, que ce soit Tintin ou les autres personnages du journal Tintin, ça doit passer par aussi un développement de l'audiovisuel qui n'existait pas du tout en Europe. Et donc, il veut créer un studio de dessin animé. Donc, à peine le succès du journal est là, qu'immédiatement, il réinvestit tout dans le dessin animé. Il fait aussi une agence de publicité avec les personnages du journal. Donc, le but est toujours le même, c'est de se dire le monde bouge, le monde change, je dois anticiper tous ces changements et pour que mes héros fonctionnent et la vie longue et qu'on puisse continuer à avoir du succès, il faut se développer sur tous les nouveaux médias et sur tous les axes différents. C'est ce qui va faire la force du journal Tintin et son succès sur la durée, en fait. Didier Plateau, sur ce succès, comment l'expliquer? On peut peut-être aussi dire un mot du slogan, quand même, qui a marqué aussi l'histoire du journal Tintin. Oui, c'est intéressant. 7 à 77 ans, c'est intéressant, parce qu'on dit c'est les enfants, c'est les adultes, c'est une pensée familiale. C'est apostolidesque et c'est bien plus que ça. Tintin, c'est un mythe réconciliatoire. Ouais. Donc l'Europe s'est suicidée avec 2 grandes guerres mondiales, les familles ont été structurées, il y a eu des dizaines de millions de morts. Donc, et puis après la guerre, il y a ce personnage de Tintin qui est, comme il dit, un mythe réconciliatoire, qui va réconcilier les familles recomposées, les adultes et les enfants, qui va réunifier les unités familiales. Donc voilà une explication, moi, qui me plaît beaucoup, parce qu'il faut toujours creuser bien loin pour essayer de comprendre ce phénomène incroyable qui fonctionne de Shanghai à Chicago. Donc voilà. Et moi, j'ai trouvé ça une très très belle explication. Le succès quantitatif, je veux dire, est arrivé surtout après-guerre. Bien sûr, le journal a été un fameux détonateur, mais c'est le détonateur d'une œuvre fondamentale et réconciliatoire pour les lecteurs. Daniel Couvreur, je voudrais qu'on dise un mot de Tintin, Hergé influenceur. C'est l'article que vous signez dans le journal Tintin. En quoi Hergé a-t-il influencé le monde de la bande dessinée et je dirais le monde de l'art en général d'ailleurs? Bon, ça, c'est une immense question, évidemment, donc je vais essayer de ne pas être trop long et de prendre des exemples forts. Pour moi, voilà, on en a vécu un pas plus tard qu'hier soir, puisque le Grand Prix d'Angoulême est décerné à Riyad Satouf, qui ne fait aucun mystère de l'influence qu'Hergé a pu avoir sur lui. Ça rejoint un peu ce dont on vient de parler. Comment est-ce qu'une personne comme lui, qui n'est pas de la génération journal Tintin, ni même de celle d'Hergé, a pu être influencé par cette œuvre et par cet auteur, parce que là où il se trouvait quand il était enfant, eh bien, la seule bande dessinée qu'on pouvait trouver, c'était Tintin d'Hergé. Et voilà, on est au Moyen-Orient, et comme je l'ai expliqué, ça rejoint les plans de notre ami Raymond Leblanc, qui voulait que Tintin soit partout. Eh bien, en l'occurrence, il a été aussi en Syrie, et c'est là que, quand il était petit, Riyad n'a pu avoir d'autres lectures à un moment donné de sa vie que Tintin. Ça l'a ouvert à la bande dessinée. Il raconte volontiers que dans sa famille, les enfants riaient, ses cousins riaient en lisant les albums, alors qu'ils ne comprenaient absolument pas ce qu'il y avait dans les bulles. Donc ils étaient fascinés par les gags visuels, par les histoires.
Parce qu'on pourrait parler aussi des raisons évidemment stylistiques pour lesquelles Tintin a rencontré un tel succès dans le monde, mais c'est son côté très épuré, immédiatement compréhensible. C'est vraiment une écriture de bande dessinée qui nécessite, on va dire, quasi pas d'éducation préalable. Elle est évidente pour tout le monde, à tel point que, comme je le disais à l'instant, on n'a pas nécessairement besoin même de comprendre ce qu'il y a dans les bulles pour être fasciné et pour entrer dans une histoire. Donc voilà un exemple d'un grand auteur contemporain qui a rencontré Tintin, qui l'ayant digéré petit, n'est pas vraiment dans la ligne claire, dans l'expression graphique qu'il a aujourd'hui, mais qui, dans la manière d'envisager la bande dessinée, dans son côté, il faut réconcilier le monde de l'enfance et le monde des adultes, parce que c'est ça aussi, Tintin, c'est, rappelons-le, du tout public. Aujourd'hui, c'est une notion, Gauthier pourrait en parler mieux que moi, plus du tout évidente. La bande dessinée est devenue extrêmement segmentée, et donc Tintin passe au-dessus de toutes ces segmentations du marché. Il s'adresse à tout le monde. Riyad aussi peut être lu, l'Arabe du futur peut être lu par des enfants comme par des adultes. Donc il y a quelque part là des influences qu'il ne faut pas toujours chercher dans le graphisme, mais aussi dans l'esprit, la manière de concevoir la bande dessinée et l'envie de s'adresser à tout le monde. Hergé avait cette qualité-là, savoir parler à tous de 7 à 77 ans. Je la replace, Gauthier, mais elle est tellement évidente. Quelque chose? Non, peut-être qu'on fait un peu d'histoire, rendre à César ce qui est à César. C'était une trouvaille de Karel van Millegem, qui était dans les années 50 le rédacteur en chef de Kuifje, la version néerlandaise du journal. C'est lui qui a eu cette idée-là et qui a été reprise depuis, qui est devenue une expression connue. Le choix de faire un seul numéro, il y avait vraiment cette volonté, ce n'était pas question de faire renaître le journal Tintin pour plusieurs, sur la longueur, mais vraiment d'en faire un numéro anniversaire. De faire un grand événement. Ouais. Peut-être qu'on reviendra ensuite, peut-être qu'on va se dire finalement c'est chouette, on y retourne, mais en même temps c'est des projets, celui-là finalement un peu pharaonique, on ne s'est pas donné beaucoup de limites, donc c'est pas si simple de le faire régulièrement. Je crois qu'il y aura quelque chose de très exceptionnel qui sera pas si simple à rééditer, mais qui sait. Merci beaucoup Daniel Couvreur, Didier Plateau, merci beaucoup à tous les deux. Daniel Couvreur, vous évoquiez à l'instant l'influence d'Hergé sur les auteurs et les autrices. Et deux d'entre eux vont pouvoir en témoigner puisque nous allons maintenant accueillir Alix Garin et Dany. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Merci Bonjour. de votre présence. Vous faites partie des auteurs qui ont participé à ce numéro spécial. Alix Garin, vous êtes l'autrice de Ne m'oublie pas, publié il y a 2 ans aux éditions du Lombard. Et Dany, vous avez bien connu plusieurs rédactions du journal Tintin, puisque vous y avez travaillé. Vous allez pouvoir nous en parler. D'abord, quels sont les héros auxquels vous avez voulu rendre hommage dans ce numéro spécial? Alix? Alors j'ai choisi de rendre hommage à la série Modeste et Pompon, qui a été créée par André Franquin expressément pour le journal. Et j'ai choisi cette série parce que Franquin est un auteur que j'admire énormément. Et donc avoir l'opportunité de lui rendre un hommage, je ne voulais pas laisser passer l'occasion. Dany, vous avez choisi? Moi, j'ai choisi Ricochet, ouais. Parce que c'est un héros, bien sûr, emblématique du journal Tintin. Il a été pendant 8 ans, je crois, numéro 1 au référendum, parce qu'il y avait un référendum à l'époque. Donc c'est vraiment un tout grand personnage. Mais aussi par amitié pour Tibet, c'était mon meilleur ami. On a vécu des moments extraordinaires ensemble, parce que c'était non seulement un auteur d'une créativité et d'une régularité absolument incroyable, mais c'était aussi un homme humainement formidable. Voilà. Et surtout, une des caractéristiques, c'est son humour. Passer une soirée avec Hergé, avec Tibet, c'était le gage d'une soirée réussie, quoi. Vous auriez pu choisir de rendre hommage à votre propre série, Olivier Rameau, non? Mais j'avais peut-être mal compris, parce que j'avais l'impression qu'on devait obligatoirement choisir un personnage qui n'était pas le nôtre. La liberté. Un peu fluctuante. Claude Dérive a voulu vraiment dessiner Buddy Langouet. On s'est dit, ok, finalement, on ne va pas être aussi ça m'amusait de savoir que quelqu'un d'autre, et j'ai appris que c'est mon meilleur ami actuel, c'est Olivier Grenson qui a dessiné Olivier Rameau. Et je suis impatient. Je n'ai pas voulu voir les planches. Je veux le voir dans l'album quand ça va sortir, comme tous les autres.
Est-ce un challenge de donner vie à des héros qui ne sont pas les nôtres, Alix ? Oui, absolument, c'est un challenge. Surtout ici, Modeste et Pompon, c'est une série qui appartient à son temps, qui est terminée aujourd'hui. Et donc, donner vie à ces personnages qui sont un petit peu, disons, plus trop au goût du jour, et essayer justement de rapporter un vent de fraîcheur et de modernité, c'était assez attractif comme challenge. Gauthier, on peut citer quelques auteurs, vous en avez cité tout à l'heure, mais on peut quand même citer en vrac, bon voilà, quelques auteurs qui ont participé à ce numéro. Oui, ça va presque on ne sera pas exhaustif. Même de s'en approcher vaguement, on a vu Philippe Xavier tout à l'heure. Là, c'est une planche de Clerc qui apparaît en ce moment en hommage à Andreas, aussi un des très grands auteurs du journal. Donc, un hommage à Rourke, c'était vraiment important pour nous. Il y a Magda, que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui dessine plus vraiment, mais qui est revenue au dessin et qui dessine toujours aussi bien pour refaire une histoire courte de Gilles Roux et Marie Meuse. Serge Ernst qui va faire un clin d'œil. Je voudrais vraiment avant tout pas oublier les auteurs de l'époque. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs du Lombard. Thomas Legrain qui a fait l'histoire des casseurs extrêmement dynamique et extrêmement amusante. Ça, c'est la planche de Causet qui fait, lui aussi, qui a voulu revenir vraiment à Jonathan et qui a fait une sorte d'ultime épilogue très émouvant de son personnage. Voilà. Il y avait des personnages évidemment incontournables. Quand Dany m'a dit « je suis tenté par Ricochet en hommage à Tibet », je ne l'ai pas contesté parce qu'au fond, il y avait en parallèle Olivier Granson qui me disait « je veux absolument faire Olivier Rameau ». L'important était qu'on ait quand même les personnages les plus emblématiques. Ce qui est la part de tristesse, c'est qu'on ne peut pas être exhaustif à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnages, finalement, dans toute l'histoire du journal, plus ou moins connus, qui ne pourront pas être rencontrés. Donc on essaierait d'en parler un petit peu aussi de ceux-là. Eh bien, je vous propose qu'on regarde certains auteurs qui, justement, ont participé à ce numéro, qui nous parlent de leur rapport au journal Tintin. Regardez. Le journal Tintin, c'est le journal de mon enfance, le moment que j'attendais avec impatience pour m'évader. Tu vois, ça c'est déjà une question piège. Je dirais, je ne l'ai jamais lu. C'est le souvenir d'une foule de séries qui ont vraiment marqué les mémoires, de la BD franco-belge. Je connaissais très bien toutes les séries que je lisais à la bibliothèque et surtout les séries très humoristiques, en fait, les gags. C'est plutôt une sorte d'institution dans la mémoire collective de la bande dessinée. En un mot, journal. Moi j'ai choisi Modeste et Pompon. C'est sans doute pour moi ma période préférée de Franquin. Graphiquement, il y a plein de petites merveilles et de trouvailles de dynamisme que j'adore. J'ai décidé de rendre hommage à Ricochet, en souvenir de mon grand ami Tibet. Alors, je rends hommage à Pomme et Teddy, avec l'univers du cirque, et puis le petit âne, c'était chou, donc je me suis dit allons-y. Sans hésitation, Bernard Prince. C'est ma série préférée quand j'étais gamin. J'ai choisi de rendre hommage à la série Nanouche, que je ne connaissais pas du tout. Alors mon histoire courte en 77 mots, c'est l'histoire de Bob Moran et Bill Ballantine qui voyagent dans le temps pour retrouver une relique mystérieuse cachée dans le passé par l'ombre jaune. Je me suis mis moi-même en scène, je suis remonté en 46, au premier numéro de septembre 46 du journal Tintin. J'erre dans la 4e dimension, dans l'espace-temps, puisque je suis quelqu'un de décalé et qui n'est jamais à temps. Plutôt Pompon. C'est pareil, elle a une sorte d'énergie et de timidité que je trouve très touchante. Est-ce que je serais Pomme ou Teddy? Pomme, parce qu'il a de grandes oreilles et qu'il est tout doux, vu que c'est un petit âne. Moi, je suis très timide, très réservé. Je suis tout à fait Bernard Prince. Et puis quand il y a de l'action, j'y suis. Voilà. Clairement en plus Sophia. Parce que c'est une femme, je trouve ça bien en 2022 de mettre plutôt ce personnage-là en avant que Bob Moran, qui a largement eu son heure de gloire à l'époque. Bobette, sans aucun doute quoi. Normalement, la petite fille est toujours un peu gentille et tout, mais Bobette, c'est vraiment une peste quoi. Moi, je l'adore et franchement, je suis à fond Bobette quoi. J'aime beaucoup Ricochet, qui est un modèle vraiment de héros sans peur et sans reproche. Et j'aime bien dessiner des jolies filles, et Nadine est pas mal. Si le journal Tintin était un humain aujourd'hui de 77 ans, moi je crois que je l'imaginais un peu comme genre Blake et Mortimer en vieux, quoi. Un des deux en vieux avec un long impair. Oui, un petit monsieur un peu bougon, mais sympa. Qui fait rire quand même à Noël dans les repas de famille. Il fume la pipe et puis il boit un peu trop de Porto, je pense. Vivant d'abord,
C'est déjà une chose, aventurier comme toujours. Je pense que je fais toujours de la bande dessinée. J'ai hâte de voir quelle forme elle aura pris entre-temps et qu'est-ce qu'on va inventer pour renouveler à nouveau le médium bande dessinée d'ici là. J'espère que je serai en super santé et que je continuerai de travailler sur les planches. Pour Lombard, ce serait chouette. Peut-être que je serai juste, moi aussi, ce vieil oncle au bout de la table en train de raconter des histoires et dessiner sur la nappe, quoi. C'était quand même une aventure extraordinaire. Ça fait un paquet de gens qui lisaient les élucubrations de tous ces personnages. C'était stimulant, ça créait aussi un esprit de corps entre nous. Je n'aime pas dire c'était mieux avant, mais c'était différent. Ça m'a permis de faire une sorte de Bob et Bobette. Je croyais pas que ce serait possible dans ma vie de reprendre ces personnages et ça m'a vraiment fait super plaisir et je les adore vraiment, donc c'était super. Merci beaucoup, bon anniversaire. Dany, on vous a entendu, vous disiez à l'instant, c'était stimulant. Racontez-nous un peu vos souvenirs de la rédaction. Quelle était l'ambiance ? Oui, bah j'ai connu ça évidemment il y a très très longtemps. Je déteste dire que c'était mieux avant, mais c'était différent en tout cas. Et la grande différence pour les auteurs de bande dessinée, c'est qu'on ne travaillait pas pour l'album à l'époque, on travaillait pour un journal. On ne travaillait même pas, je dirais, pour une maison d'édition. Par exemple, entre nous, tu travailles chez Spirou, tu travailles chez Tintin. Certains même croyaient que je travaillais pour Hergé. Oui, enfin, pas des auteurs, mais des gens. Donc on travaillait pour un journal. On était des dessinateurs de presse, en fait. Et ça avait énormément d'avantages, de qualité. D'abord, c'était pour les éditeurs une sorte de test pour voir comment ça fonctionnait, etc. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des référendums, par exemple. Eh bien, ça servait à l'éditeur à décider si on avait le droit de passer au stade album, par exemple, vous voyez. Et ceux qui n'y arrivaient pas, eh bien, voilà, on leur demandait de faire autre chose. Donc, on avait aussi un autre avantage pour nous, auteurs, c'est qu'on était rémunérés à chaque passage dans le journal, et c'était suffisant pour bien en vivre à l'époque. Vous voyez, il n'y avait pas ce risque permanent de savoir si un album va sortir ou pas. Bon, il fallait évidemment être choisi par l'éditeur, le rédacteur en chef, pour passer dans le journal. Mais c'était une époque plus cool, de toute façon, c'était beaucoup plus libre à tous les niveaux à l'époque. Voilà. Mais j'ai connu des auteurs donc, qui est plus âgés que moi. Je connais maintenant des auteurs beaucoup plus jeunes que moi. Je suis une sorte de chaînon manquant, en fait. Mais je m'aperçois que la passion est la même. Et ça, voilà, si l'époque a changé, si les circonstances ont changé, la passion de raconter des histoires avec le dessin, etc., est la même. Et quand on entend tous ces auteurs et autrices, Alix, il y a un vrai plaisir de participer à un album collectif ? Oui, complètement. C'est une opportunité hyper chouette. Comme l'a dit Gauthier, c'est un événement, ce nouveau journal de Tintin. Et donc, créer comme ça, tous ensemble, un album collectif, je pense qu'il va y avoir une émulation, plein de regards différents, de styles, de générations. Et ça va faire un ouvrage très riche qui sera une sorte de photographie de la bande dessinée d'aujourd'hui, qui sait regarder la bande dessinée d'hier. Donc, c'est vraiment des regards croisés intéressants. L'esprit du journal Tintin est toujours là au Lombard, Gauthier ? On essaye en tout cas, oui. Merci beaucoup à tous les trois. Gauthier, je vous laisse le mot de la fin. C'est pas le plus facile, mais je vous laisse conclure ce rendez-vous. Non, du coup, je ferai court, vu que c'est difficile. Merci à toutes et à tous d'être venus. Ça nous fait très plaisir d'avoir pu vous parler de ce projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Je vous donne rendez-vous le 8 septembre pour la sortie. On fait notre grande soirée à Bruxelles au même moment. Comme ça, on pourra faire la fête sans savoir si c'est un succès ou pas. On verra le lendemain avec la gueule de bois. Et ce sera aussi le lancement de cette grande exposition qui va durer 1 an à Bruxelles. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de la voir. Elle sera mémorable, je crois. Merci beaucoup. Merci de votre présence ce matin. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller poser des questions à l'issue de ce rendez-vous à Gauthier, aux auteurs, aux autrices. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon festival.